grand merci de rejoindre ma nouvelle chaîne YouTube qui se prénomme Titi Investigation. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'histoire de l'éventreur du couvre-feu. Dans un premier temps, je vais vous parler du contexte historique. Alors, cela se passe à Londres en 1942, pendant la période du Blitz. La nation se coalise pour faire face aux assauts de l'Allemagne nazie, une époque clé pour comprendre et analyser le changement de tempérament des Britanniques. Les habitants sont tenus de respecter des règles très strictes, le couvre-feu est décrété. Les habitants qui avaient eu leurs maisons bombardées ne savaient plus comment protéger leurs biens ni leur argent, c'était le chaos. De 1935 à 1945, le crime augmente de 50%. Les policiers en sous-effectif sont dépassés. On parle de paradis pour les criminels. Les nuits étaient très sombres, ce qui facilitait la tâche pour celui qui commettre des crimes. La bonne conduite est devenue rare et les comportements extrêmes. Le 9 février 1942 à l'aube, l'inspecteur Frédéric Sherrill, également appelé l'homme des empreintes digitales, est appelé dans un abri antiaérien où le corps d'une jeune femme vient d'être retrouvé. Le cou de la victime porte des marques de strangulation. L'inspecteur Sherrill est formel. Il relève un indice. L'auteur de ce crime est gaucher. L'inspecteur Sherrill est pionnier en matière de relevé d'empreintes digitales. C'est une science nouvelle. C'est sous l'influence de l'inspecteur Frédéric Sherrill que les relevés d'empreintes ont été pris au sérieux dans le cadre d'une expertise judiciaire. Il a contribué à la notoriété de Scotland Yard. La main de la victime a été retrouvée, mais ne contient aucune trace de son identité. La police organise une enquête de voisinage avec photo à l'appui, mais personne ne la reconnaît. On l'a retrouvée sur Wyndham Street, près de l'abri antiaérien. Ce crime semble tout d'abord un crime banal. L'inspecteur Sherrill ne s'attend pas à ce qui va suivre. L'enquête de voisinage va bientôt permettre de reconnaître la victime. Il s'agit d'Evelyn Hamilton, une pharmacienne diplômée de 40 ans, originaire de Newcastle. On ne retrouve aucune trace de lutte de la victime, si ce n'est que quelques rayures sur ses chaussures. Ce qui est arrivé à Evelyn Hamilton a dû être rapide et inopiné. Mais ce que la police ignore, c'est que ce n'est que le début d'une série de meurtres pendant le couvre-feu de Londres. Les jours suivants vont mettre la police et l'inspecteur Sherrill sur les dents. Ils vont faire face à des scènes de crimes terrifiantes. Peu d'indices pour faire avancer l'enquête, mais grâce à leur détermination, la moindre erreur peut mener l'assassin à sa perte. Après cet état de la série de meurtres, cela engendre une vague d'effroi. Dans la capitale, un nouvel éventreur sévit à Londres. Le matin du 9 février 1942, alors qu'il commence à étudier le dossier d'Evelyn Hamilton, Frédéric Sherrill reçoit une nouvelle accablante. Un nouveau meurtre terrible a été découvert dans la ville. Le crime, par coïncidence, implique également une femme appelée Evelyn. Le mardi 10 juillet 1942, l'inspecteur Sherrill se rend sur les lieux du crime pour inspecter le corps d'Evelyn Oakley. Ce qu'il découvre est si terrible que même un homme ayant autant d'expérience que l'inspecteur Sherrill est horrifié. La victime a entre les jambes une torche. Elle a été dressée sauvagement. Le tueur a tenté de l'étrangler avant de lui trancher la gorge avec un rasoir. Alors qu'elle agonise, il la viole avec un fer à friser et la mutile atrocement avec un ouvre-boîte. Après avoir terminé, il abandonne ses armes improvisées sur le lit. En février 1942, l'inspecteur annonce qu'il y a une coïncidence entre les deux meurtres. C'est également un gaucher qui a commis le second meurtre. Il a obtenu enfin l'empreinte digitale du tueur. Il suffit à présent pour l'inspecteur de retrouver l'empreinte du tueur dans le fichier de Scotland Yard et ainsi résoudre les deux affaires d'un seul coup. Scotland Yard est convaincu
De la manière dont les corps ont été mutilés et les armes identifiées, de grandes similitudes dans les deux agressions. Il y a un lien. L'assassin a laissé des traces de blessures reconnaissables sur les corps de ses victimes. Il était donc évident que ces deux meurtres avaient quelque chose en commun. L'inspecteur Cheryl ne trouve pas de concordance dans les empreintes. Ce mardi soir, 3 prostituées s'apprêtent à quitter leur logement. Une d'entre elles ne rentrera jamais. Mary Heywood est sauvée par miracle. Un gardien d'hôtel de 18 ans passait sous un porche de la 5 Répance Street quand il a aperçu la lumière d'une torche électrique. Quand le jeune homme a appelé, l'éventreur s'est enfui et a disparu dans la nuit. Mary est retrouvée inconsciente mais vivante. L'éventreur du couvre-feu est frustré. Il n'a pas étanché sa rage ni sa soif de sang. Dans sa précipitation de retrouver une nouvelle victime, il ne réalise pas qu'il commet une faute. La nuit même, il accoste une prostituée du nom de Catherine Mulcahy. La rencontre se fait à Piccadilly. Il l'accompagne dans son appartement de Marble Arch. Une fois dans sa chambre, il commence à l'étrangler. Elle se débat, et si bien que l'agresseur s'enfuit. Sa soif n'étant toujours pas étanchée, le tueur retourne dans la rue et part à la recherche d'une prochaine victime. Cette fois-ci, il réussit. Margaret Lowe ne ressemble en rien à une prostituée classique. Elle s'habille trop décemment. Elle s'exprime de manière trop raffinée. On la surnomme la Lady. L'éventreur du couvre-feu a failli 2 fois cette nuit, mais Margaret Lowe ne sera pas si chanceuse. Les amis et ses voisins commencent à s'interroger sur sa disparition. Quelqu'un appelle l'inspecteur Cheryl. Quand il arrive sur place, il assiste à une scène de crime pire que la précédente. L'agression a été terriblement sauvage. L'assassin a poignardé la victime dans l'abdomen, libérant les et les autres organes internes. Le couteau et le rasoir que l'assassin a récupérés dans la cuisine ont été retrouvés sur le corps de la victime. Une bougie introduite dans le corps de la victime. L'inspecteur Cheryl remarque des empreintes de gaucher sur le chandelier. Il a maintenant 3 meurtres à résoudre. Il faudrait trouver une correspondance dans les fichiers des empreintes digitales. Il ne trouvera rien dans les fichiers. Une nouvelle victime. L'inspecteur Cheryl traverse Londres pour arriver sur les lieux du crime. L'éventreur du couvre-feu ne semble pas vouloir s'arrêter. Le jour de la Saint-Valentin, tôt le matin, l'inspecteur Cheryl, pour se rendre à Success Garden dans le quartier de Paddingtons, l'éventreur du couvre-feu a de nouveau frappé. L'autopsie réalisée par Sir Bernard Spilsbury a révélé, après les meurtres de Margaret Lowe et de Doris Jovanet, se ressemblent de façon frappante. Les 2 femmes ont été étranglées avec un bas de soie enroulé autour du cou. Alors qu'elles agonisaient, elles ont été violemment frappées et mutilées. Les enquêteurs sont inquiets. Si l'assassin continue, cela va agiter une panique générale et une terreur que la police ne saura pas endiguer. Malgré leurs efforts, les enquêteurs ne sont pas sur le point de trouver le tueur. Les journaux se sont saisis de l'affaire très rapidement, et je pense que le nom de l'éventreur du couvre-feu est une idée de la presse. C'est quelque chose qui a provoqué la terreur, particulièrement chez les jeunes femmes qui devaient se promener dans l'obscurité. Vous pouvez imaginer l'angoisse de ces dames si le tueur reste en liberté. Frédéric Cheryl est sur le point de recevoir une nouvelle encourageante. L'éventreur du couvre-feu commet une erreur cruciale. Pas sur une scène de crime, mais quand il a été dérangé par le gardien de nuit, qui l'a sauvé de l'éventreur du couvre-feu. Le gardien a trouvé un masque à gaz militaire
Oublié par l'agresseur, il porte le numéro d'immatriculation 525-987. Au début, ils n'ont pas fait le lien avec l'éventreur du couvre-feu, mais la police a contacté la Royal Air Force pour retrouver le propriétaire de ce masque à gaz. Il s'agit d'un jeune homme de 27 ans, prénommé Gordon Frederick Cummins, qui est dans la Royal Air Force depuis plus de 6 ans. Gordon Cummins est marié, mais il a la réputation d'être un buveur et un coureur de jupons. On le surnomme le comte ou le duc à cause de ses manières impeccables et qu'il se vante d'être issu de la noblesse. Cela n'est pas vrai. Il est issu d'un milieu modeste du Yorkshire. Personne dans sa famille ne soupçonne son côté sombre. Après une nouvelle nuit en ville, il rentre à la caserne, tôt le matin. La police ne tarde pas à arriver. Il est interpellé et conduit au commissariat du Western, où il est interrogé sur l'agression de Mary Wood. Il est inculpé d'agression, mais il est vite inculpé de faits bien plus graves. Dans les quartiers de cantonnement du Gordon Cummins, la police retrouve un stylo personnalisé avec les initiales de Doris Joinet. On retrouve également un peigne appartenant à une de ses victimes, ainsi qu'un étui de cigarette avec les initiales d'une autre. La police est sûre de détenir le coupable. Le 17 février 1942, la veille de son 28e anniversaire, Gordon Cummins est entendu au tribunal où il comparaît pour meurtre. C'est à ce moment que l'inspecteur Cheryl relève ses empreintes. Il remarque qu'il signe de la main gauche. Le procès de Gordon Cummins commence le 23 avril 1942, mais il est interrompu car le jury semble incompétent. Un nouveau procès avec un nouveau jury commence une semaine plus tard. L'analyse des empreintes a permis de prouver la culpabilité de l'accusé. Gordon Cummins a nié être le tueur, mais il n'a convaincu personne. Il y avait une autre preuve. Dans son masque à gaz, on a retrouvé du gravier et un peu de cendre qui provenait de l'abri anti-aérien où Evelyn Hamilton a été tuée. À 16h, le jury se retire pour délibérer. Cummins est déclaré coupable et condamné à mort. Il continue à clamer son innocence. Son appel est rejeté. Pour la famille, c'est inacceptable. Elle a commencé à écrire une quantité de lettres pour le sortir de là. Elles ont demandé de l'aide à la ministre de l'Intérieur de l'époque, à l'archevêque de Canterbury et à la femme du Premier ministre. Toutes ces lettres ont reçu la même réponse. J'ai considéré avec bienveillance et attention toutes les pièces du dossier. Je regrette de n'avoir rien trouvé qui puisse me permettre de demander à Sa Majesté d'intervenir en votre faveur. Cummins sera pendu pour ses crimes. Tous les appels étant été rejetés, il est exécuté le 25 juin 1942. Bon, écoutez, j'espère que vous avez des petits frissons. Je vous remercie de m'encourager pour ma première vidéo. Merci pour excusez-moi plutôt pour les bégaiements, enfin les approximations. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous.